Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Nous parlons de santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Le concept de la santé de la reproduction est défini comme la santé en matière de reproduction. Entendez là le bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions, son fonctionnement et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, un sujet très sensible, même tabou au Mali. Mais il faut briser ce silence pour venir à bout des problèmes et pour mieux l'expliquer, nous avons fait appel aux principaux acteurs concernés ainsi que les jeunes eux-mêmes. Il s'agit de Amala Moussa Diarra, il est jeune leader GLSRIA, Djigia Badiangara. Bonsoir. Bonsoir. De Fanata Diko, jeune leader Djigia Segou. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont accompagnés par ceux qui les encadrent au quotidien. Il s'agit de Dr Ben Moulay Aïdara. Il est directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction. Monsieur Aïdara, bonsoir. Bonsoir, Sira Bacheli. Bonsoir. Et de Boubacar Diarra, il est président national du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et de la planification familiale au Mali. Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir, Sira. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes accueillis aujourd'hui par le Centre international des conférences de Bamako, partenaire de l'ORTM, avec un charmant public qui nous accompagne pour ce numéro, public que nous ferons intervenir au moment opportun au cours de ce débat. Ce débat, il faut le rappeler, est initié par l'ONG CAEB en collaboration avec l'ORTM, CAEB Conseil et Appui pour l'éducation à la base, une ONG nationale créée en 1994. L'ONG intervient de Kaï à Mopti et travaille sur 4 domaines, dont l'éducation et la santé. Alors, Boubacar Diarra, on va vous faire honneur pour ouvrir ce débat en tant que jeune ambassadeur. Un gros titre, hein, jeune ambassadeur engagé pour la santé de la reproduction. Quel est le contenu donné à ce titre? Que faites-vous concrètement sur le terrain en tant que jeune ambassadeur? Merci beaucoup, Sira, de m'avoir posé cette question. Le réseau des jeunes ambassadeurs, c'est un réseau qui regroupe les jeunes venant de différentes structures qui font partie de la coalition et des organisations de la société civile engagées pour la planification familiale. Donc, ces différents jeunes sont cooptés parmi les structures afin de former un réseau qui intervient sur tous les volets concernant la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, que ce soit sur les activités de terrain, que ce soit sur les activités digitales. Mais plus particulièrement, le réseau des jeunes ambassadeurs a une activité plus à 90% basée sur les réseaux sociaux. Comme vous l'attendez, c'est un réseau des jeunes ambassadeurs. Nous travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux et les activités sur le terrain aussi, on les fait permanemment afin d'atteindre nos cibles et que les indicateurs en matière de la santé et de la reproduction puissent booster au Mali. Vos activités se résument à quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur ces réseaux sociaux? De la sensibilisation? Oui, de la sensibilisation. Nous faisons aussi des activités sous forme de conférences, sous forme de causeries sur les réseaux sociaux. Il s'agit là du réseau Twitter. Cette activité concerne à rassembler des jeunes afin de discuter sur une thématique dans le cadre de la santé et de la reproduction, afin d'informer, de sensibiliser les adolescents et les jeunes. Et aussi, nous menons des activités de causerie sur terrain, causerie éducative avec les jeunes, les adolescents. Et nous participons à des débats radiophoniques aussi pour passer des informations sur la santé de la reproduction. Donc, vous avez connaissance de la situation de la santé de la reproduction au Mali. Qu'en est-il? Dites-nous en quelques mots. Oui, la situation de la santé de la reproduction au Mali, on peut dire que dans les dernières décennies, la santé de la reproduction au Mali a fait l'objet d'intérêts et d'efforts grandissants de la part des acteurs et des décideurs du Mali. À savoir que cette problématique s'est considérablement renforcée aujourd'hui au Mali. Ce qui fait que les efforts des différents acteurs se multiplient tous les jours. Il s'agit là des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile et aussi les réseaux des jeunes, les regroupements des jeunes, les associations. Donc aujourd'hui, nos efforts se convergent vers le même objectif,
afin de trouver une solution à cette problématique. D'accord. Alors, M. Aïdara, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction, vous êtes la voix autorisée ici pour nous faire l'état des lieux de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes du Mali. Quel est le tableau de la santé et de la reproduction au Mali? Merci beaucoup, Sira. C'est une très grande opportunité pour l'Office national de la santé et de la reproduction de prendre la parole, surtout en compagnie des jeunes, des adolescents, qui constituent la deuxième décade de vie. Cette deuxième décade est une priorité des priorités du gouvernement du Mali. Et c'est une grande opportunité pour le ministère de la Santé, en l'occurrence l'Office national de la santé et de la reproduction, pour dire que c'est cette tranche d'âge qui constitue la grande problématique de la santé du Mali. Et vous savez que 60% ont moins de 25 ans au Mali, de la population malienne. 60%. Et sur les 60%, quand vous prenez le taux de mariage précoce très très élevé, 40% le minimum des adolescents, quand on prend la tranche d'âge de 15 à 19 ans, sont mariés. 40% de cette tranche d'âge sont mariés. Donc pour vous dire que à ce niveau, cette problématique c'est lié au fait que c'est des jeunes qui sont d'abord moins alphabétisés quand on prend le taux d'alphabétisation au Mali. Le mariage précoce, je l'ai cité précédemment, les IST et les MST qui aussi sont là, et surtout le fait que seulement moins de 20% de ces adolescents et de ces jeunes ont accès aux services. Au Mali. Au Mali. Moins de 20% ont accès aux services. C'est lié à beaucoup de choses parce qu'en fait, quand on prend l'accès aux services, c'est des barrières qui sont là. Il y a le barrière coût, il y a les barrières socio-culturelles, le fait qu'un jeune doit aller, un adolescent doit aller au service pour chercher quoi? Et à tous les niveaux, il y a des barrières qui sont établies entre les jeunes et les services. Deuxième problématique, c'est que nos services ne sont pas aussi généralement adaptés à cette tranche d'âge. Et quand vous partez dans nos services, en général, il y a des coins pour les nouveau-nés, il y a des coins pour les femmes qui viennent accoucher ou qui viennent pour les services, mais il n'y a aucun coin pour les adolescents et les jeunes. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène, monsieur le directeur? L'État n'y songe pas? Tout simplement parce qu'en réalité, depuis plusieurs années, il y a des réflexions en cours, comment adapter les services. C'est pourquoi en 2019, une lettre circulaire a été prise pour amener tous les services de santé à créer un coin pour les jeunes, les adolescents et les jeunes. Vous savez que c'est un service qui est en fait donné en général par les ONG. L'ambassadeur l'a dit, le jeune ambassadeur, le président. Et c'est des ONG, la société civile qui s'organisent, qui mettent ce qu'on appelle des espaces jeunes en place. Mais on s'est rendu compte que ces espaces jeunes ne répondent pas à la pérennité de ces services. Parce que c'est des projets qui ont une durée de vie assez courte et qui disparaissent. Donc c'est pourquoi en 2019, cette lettre circulaire a été prise par le ministre de la Santé pour dire attention, la deuxième décade de vie est une problématique et contribue à 30% des décès maternels. Et or, nous avons un taux de décès maternel élevé au Mali de 325 sur 100 000 naissances. Et les jeunes, 10% des adolescents et des jeunes meurent. Donc, il faudrait qu'on réadapte nos services en créant ces coins. C'est pourquoi il y a des ONG qui ont commencé à agir à partir de cette lettre circulaire pour créer des coins au niveau des centres de santé communautaires. Il y a une expérience au niveau des SICASO. Et au niveau des centres de santé de référence, il y a des expériences au niveau, par exemple, de Kita, de Sagabari, de Sefeto, de Kaï, pour la pérennisation de ces services-là. D'accord, on va voir ce que l'État est en train de faire par rapport à tout cela, plus loin dans le débat, le temps de faire réagir ces jeunes gens qui sont avec nous, on l'a dit, l'ONG CAEB qui contribue donc à renforcer les capacités des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive pour un changement durable. Le programme Jeunes Leaders Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, DIGIA, est mis en œuvre dans ce cadre. DIGIA a été créé
avec Corded, une ONG néerlandaise, avec le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Les bénéficiaires sont avec nous. Alors, M. Maïga, je commence par vous. Parlez-nous de ce programme JIGIA. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce programme, vous qui êtes bénéficiaire? Okay. Merci de m'avoir posé la question. Les premiers bénéficiaires, c'est nous les jeunes sur le terrain et aussi acteurs. Parce que les jeunes vont vers l'information, vers la bonne information avec le programme. Et après prendre cette bonne information, le faire partager à nos pairs. Parce qu'il y a un système que là, des jeunes qui sont réunis dans les différents quartiers des villages. Si on prend vers Mopti, il y a des villages qui sont là-bas. On a mis des groupes de jeunes ensemble, qui constituent 25 membres de jeunes. Donc ces jeunes réunissent, prendre l'information et faire passer l'information aux différentes pairs qui ne font pas partie. À travers des activités de sensibilisation, des caravanes et aussi à travers des émissions radiographiques. On fait des émissions radio. On fait aussi des visites à domicile, et on fait des interviews et aussi on fait des grains aussi dans le quartier. D'accord. Alors Fanata Diko, quels sont les axes d'intervention ou les stratégies du projet JIGIA? Bon, avant d'arriver aux stratégies, j'aimerais surtout éclaircir sur le programme JIGIA, parce que vous avez un peu fait le briefing. Mais j'aimerais aussi éclaircir cela à nos autres jeunes avec votre permission, bien sûr. Ok, donc tout en disant que le programme JIGIA, c'est le nom Bamanakan. Donc le programme, c'est le JLSRLJ, Jeunes Leaders Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes. Donc c'est surtout un programme basé sur la santé de la reproduction, initié par l'Alliance Corded Kaeb, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Donc ça favorise surtout, ça va en faveur de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Donc ça se situe dans la région de Ségou, Mopti, Sigao, Kai et Kulukuru, en partenariat avec 8 ONG nationales qui sont là pour la mise en œuvre de ces activités, dont 2 ONG à Ségou, 3 ONG à Mopti, 2 ONG à Kulukuru et 1 ONG à Kai. Parce qu'ils luttent contre les problèmes liés à la santé de la reproduction des jeunes et adolescents, comme la maternité précoce, les mariages d'enfants, les viols, les agressions sexuelles et en totalité on peut les VBG, les violences basées sur les genres. D'accord. Oui. D'accord. Vous êtes jeune. Je suis jeune. On sent que vous avez été formé par l'ONG pour relayer l'information. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport aux autres jeunes? C'est vous qui les sensibilisez à votre niveau? Oui, on a été d'abord formés pour cela par les ADC, les agents de développement communautaire. Donc, on était tout d'abord membres, comme tous les autres. On était des membres actifs. On venait régulièrement dans les groupements. Et ensuite, on a été bien formés. Maintenant, je suis jeune leader. Donc, je suis chargée aussi de partager l'information qui m'a été donnée avec les autres jeunes leaders, avec nos parents, avec même les autorités politiques et locales de notre communauté, en faisant le plaidoyer, parce qu'on a été formés pour ça. Donc, pour rendre l'environnement favorable aux thématiques de la santé de la reproduction. D'accord. Alors, M. Maïga, vous allez nous entretenir maintenant sur les axes d'intervention de JIGIA. Okay. En quelques mots. Les axes d'intervention, on a précisément 3 axes. Là, on a la capacitation des jeunes, donc renforcer la capacité comme elle l'a su bien dit, pour qu'elle puisse passer bien l'information aux différentes pairs. La deuxième, ça c'est le choix des jeunes, donner-leur des informations fiables et adéquates pour que ces jeunes-là puissent aller vers les structures de santé de leur choix qu'ils veulent. Donc le troisième axe, c'est l'axe voix. Donc, en faisant des plaidoyers au niveau des autorités locales et politiques aussi, et à travers des activités de sensibilisation et beaucoup d'autres
D'accord. Alors nous allons entamer le deuxième axe de ce débat maintenant qui porte sur les enjeux et les défis en matière de santé de la reproduction des jeunes. Monsieur Diarra, vous qui êtes ambassadeur, pensez-vous que les besoins spécifiques des jeunes et des adolescents sont pris en compte dans les différentes politiques du gouvernement du Mali en matière de santé de la reproduction? Cette question elle est très importante. Et pour y répondre à ça, d'abord, je vais un peu rappeler qu'au Mali, il y a beaucoup de politiques, de plans qui ont été pris par rapport à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mais force est de reconnaître que bon, tout n'est pas mis en œuvre comme nous le souhaitons, et surtout en faveur des jeunes, concernant les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité et des adolescentes qui se trouvent entre tranches d'âge de 10 à 14 ans. Donc, par rapport à cette tranche d'âge et à cette couche de jeunes qui sont en cette situation de vulnérabilité, nous pouvons dire que la politique ici au Mali, concernant la santé de la reproduction, les touche, mais pas comme nous on le cherche. Maintenant, concernant les besoins en général, concernant tous les jeunes, nous pouvons dire que oui, surtout comme Dr Ben a si bien dit, avec les ONG, beaucoup de besoins sont pris en compte. Et avec l'État? Avec l'État, nous pouvons dire que dans les structures, dans les établissements publics, là où les jeunes et les adolescents ont beaucoup de problèmes. Parce que là, vraiment, tous les besoins ne sont pas pris en compte. Et qu'en est-il des droits? Oui, par rapport aux droits aussi, c'est pareil. Parce que là, il y a beaucoup de textes et de conventions qui ont été ratifiés par l'État. Et des textes, des chartes internationales concernant les droits de l'homme et en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. Mais force est de reconnaître que tous ces actes, tous ces textes et ces chartes-là ne sont pas mis en œuvre comme il le faut ici au Mali. Donc il y a une petite faiblesse d'application de ces textes-là au niveau de nos autorités. L'application fait défaut sur le terrain. Oui. Alors, Dr Ben Aïdara, à ce niveau, pourquoi l'État a ratifié des textes et qui ne sont pas mis en œuvre? Que faites-vous à ce niveau? Bon, merci beaucoup, Sira. En fait, l'État du Mali a fait beaucoup de choses. Parce que si vous voyez que les ONG travaillent, c'est parce qu'il y a un cadre de travail qui est établi. Il y a des lois qui sont prises. Par exemple, la loi sur la santé de la reproduction depuis 2002 existe, qui cadre un peu, qui cadre la santé de la reproduction même à l'endroit des jeunes. Il y a des plans qui sont établis, qui sont élaborés pour essayer de montrer les axes stratégiques aux différentes ONG et associations qui doivent intervenir. Il y a un plan multisectoriel adolescents et jeunes qui existe, qui est aussi spécifique aux adolescents et aux jeunes. Et l'État a encore poussé, pour vous dire, pour créer aujourd'hui un département chargé de la santé sexuelle adolescents et jeunes au Mali, au niveau de l'ONASR. Il y avait un point focal. Aujourd'hui, ça a vraiment évolué pour être un département, un service entier qui s'occupe de ça. Pour vous dire que combien de fois cette deuxième décade est c'est-à-dire est comme le lait sur le feu pour la République du Mali. Donc, dans ce sens, l'État prend des engagements. L'État a pris déjà des engagements et qui ont été revus et qui nous ont amené vraiment à un taux de prévalence assez important, de prévalence contraceptive, et qui a essayé d'améliorer les indicateurs de santé, parce que même le taux de mortalité que je viens de dire, c'est des taux qui étaient encore plus élevés, de 468 à 325, et nous visons maintenant 244 d'ici 2025. Pour vous dire que l'État est en train de travailler d'arrache-pied pour vraiment gérer cette problématique des adolescents et des jeunes. Et c'est dans ce sens, effectivement, que nous sommes aussi en train de travailler sur la gratuité de la planification familiale pour les jeunes. Alors, quelles sont les politiques mises en œuvre aujourd'hui pour la prise en charge des adolescents et des jeunes en matière de santé de la reproduction? Quand on prend les politiques, je disais déjà qu'il y a une loi, et il y a une politique globale en matière de santé. Il y a le plan décennal, il y a le PRODES, il y a le plan stratégique santé de la reproduction, qui est vraiment une vraie politique stratégique pour la mise en œuvre effectivement de la santé de la reproduction, et il y a le plan multisectoriel qui cadre totalement les interventions et qui pousse les interventions. Et en plus de cela,
en plus de la loi et tout ce qui est établi, qui est élaboré, l'État a pris encore des engagements au niveau international pour montrer vraiment que les adolescents et les jeunes constituent une priorité. C'est dans ce sens que nous voulons vraiment intégrer dans ces engagements, intégrer les adolescents et les jeunes dans tout ce qui est politique de mise en œuvre, qui soit vraiment au premier plan. C'est pourquoi je sais qu'ils ont déjà participé à l'élaboration du plan multisectoriel que nous allons évaluer. Justement, j'allais demander si toutefois, dans ces politiques, la mise en œuvre de ces politiques, vous impliquez les jeunes là-dedans, dès la base. C'est déjà fait. Dès la base, ils sont impliqués. Ils sont encore impliqués dans le processus même qui est en cours d'évaluation du même plan, dans lequel ils sont déjà impliqués dans la mise en œuvre. Ils sont impliqués dans tout ce qui est cadre stratégique aujourd'hui existant. Quand on prend le groupe multisectoriel planification familiale, le groupe thématique SR, le comité adolescents et jeunes, ils sont là. Donc pour vous dire que l'implication des jeunes est une priorité parce qu'on s'est dit, pour prendre en charge les besoins des jeunes, il faudrait qu'ils soient là. Et nous faisons tout pour qu'ils soient là. Et tout ce qu'on a élaboré, ils étaient là et ils ont donné leur opinion et on a tenu compte de leur opinion pour planifier. Parce qu'on a dit dès le départ, il faudrait qu'ils planifient avec nous. D'accord. Alors, on va vérifier avec les jeunes maintenant l'impact du projet Djigia. Fanata Diko, quels sont les résultats et impacts que le programme Djigia a aujourd'hui sur la santé de la reproduction, sur les jeunes? Bon, par exemple, à Ségou, vous êtes à Ségou, non? Oui. D'accord. Le programme Djigia a eu beaucoup d'impact sur nous concernant la santé de la reproduction des adolescents et jeunes. D'abord, il y a eu la formation des réseaux dans chaque commune à Ségou là-bas. Il y a eu les associations des jeunes qui sont là-bas grâce au programme. Et aujourd'hui, la communication entre parents et enfants n'est plus un tabou de nos jours là-bas. C'est rare de voir maintenant qu'entre parents et enfants, il y a plus la communication sur la santé de la reproduction, bien sûr. Il y a certains leaders aussi qui sont aujourd'hui d'accord pour l'abandon des pratiques néfastes dans leur communauté grâce au programme Djigia. Donc, ça nous a permis aussi, on ne peut pas dire ça nous a ouvert les yeux, mais vraiment, ça nous a permis de voir beaucoup de choses et de savoir beaucoup de choses sur notre propre corps, notre santé, et savoir où est-ce qu'on devrait s'orienter si on a besoin de quelque chose à propos de notre propre santé. Où est-ce qu'on devrait aller demander sans avoir de problème en retour grâce au programme Djigia. Et aujourd'hui, grâce au programme Djigia, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont eu à mettre en place des AGR, des activités génératrices de revenus grâce à l'EPC, l'épargne pour les changements, parce que dans les stratégies, c'est la première stratégie, c'est la porte d'entrée même du programme Djigia. L'EPC, oui. Donc grâce à cela, aujourd'hui, on est leader, on plaide aussi pour nos droits, bien sûr. D'accord. Monsieur Maïga, à votre niveau, Badiangara, aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'impression que le programme Djigia a servi à quelque chose là-bas? Quels ont été les impacts positifs à votre avis? Je dirais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et si on prend le tout début, parce que premièrement, pour avoir les jeunes, pour discuter des thématiques, c'était très difficile. Avec l'approche EPC, ça a essayé de réunir les jeunes, de faire des AGR. Donc à travers ça, l'information qui passait, ça a donné une certaine importance à cela. Donc à travers ces AGR-là, les jeunes viennent. Parce qu'on donne des cotisations. Parce qu'à la fin de l'année aussi, cet argent sera partagé entre vous, les membres. Donc, à travers ça, histoire de les mobiliser autour de quelque chose. Autour de quelque chose. En fait, c'est ça. Autour de ça, on profitait pour donner des informations. Donc maintenant, à travers ces informations requises, les jeunes ont commencé à fréquenter les centres de santé et aussi nous approcher davantage. Ça a beaucoup évolué. Dans les communications parentales, ça a beaucoup changé. Parce qu'on a fait des débats intergénérationnels, beaucoup de débats intergénérationnels. Des assises villageoises qui se tenaient beaucoup de fois dans les mois.
Donc il y a beaucoup de Donc vous êtes arrivé à convaincre les parents de communiquer davantage avec les enfants sur la santé de la reproduction. Oui. Alors tout travail ne va pas sans difficulté. Oui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés par moment par rapport à vos activités? Oui, il y a eu beaucoup. Parce que si on les constate, l'insécurité qui existe au centre, ça n'était pas du tout facile. Et puis les leaders communautaires qui n'étaient pas souvent aussi favorables. Il y a certains parents aussi qui étaient un peu réticents parce qu'au tout début, ils pensaient qu'on réunit les jeunes pour dire n'importe quoi ou bien profiter d'eux. Donc ça n'a pas été du tout facile. Donc ça a été le grand défi à relever pour nous. D'accord. Donc avant d'ouvrir la page des perspectives, j'aimerais faire réagir ce charmant public par rapport au thème et un témoignage sur la santé de la reproduction. Et je vais commencer par Rokia Garté. Rokia a une question qu'elle va adresser à monsieur le directeur, Dr Ben Aïdara. Bonsoir. Moi, je me nomme Rokia Garté. Je suis jeune leader sur le programme Djigia au compte d'AMSS à Ségou. Monsieur Ben Moutar, je voulais savoir quand est-ce que les produits contraceptifs seront gratuits pour nous les jeunes au Mali. Moi, je pense que c'est une belle question. Le gouvernement a pris des engagements et entre autres engagements, en plus de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, des personnes âgées, de la femme enceinte, il y a la gratuité des produits contraceptifs. D'accord. Le dossier d'investissement, le dossier est déjà clos. Nous sommes en train maintenant de réfléchir comment aller vraiment à la mise en œuvre de cette gratuité. Je me nomme Dabasia Séré, communément appelé SIA, jeune leader sur le programme Djigia à Bankas. Monsieur le directeur Dr Ben, nous les jeunes du Mali, nous avons besoin d'un service adapté à nos besoins. Et nous voulons savoir comment voulez-vous adapter ces services à nos besoins. Le gouvernement du Mali a pris une lettre circulaire en 2019 pour installer dans les centres de santé de référence et dans les CESCOM un coin pour les adolescents et les jeunes. C'est pour la pérennisation de ces services que cette lettre circulaire a été prise. Donc pour vous dire qu'une dynamique est déjà en cours et des modèles existent déjà. J'ai cité les modèles de Kita, de Kasagabari, de Sefeto, de Kaï dans les centres de santé de référence. J'ai cité aussi les modèles au niveau de Sikasso dans les CESCOM que nous comptons aussi mettre à échelle. Peut-être que ce n'est pas suffisant, peut-être que ces services ne sont pas à tous les niveaux. C'est pourquoi des jeunes d'autres localités viennent poser la question. Est-ce que l'État est dans l'optique d'en créer dans d'autres zones? C'est pour vous dire que nous avons près de 1500 centres de santé communautaires. Nous avons des districts sanitaires qui sont aussi fonctionnels. Et nous sommes en train d'essayer le modèle d'abord, et quand le modèle évalué donne les bons résultats en termes de pérennisation, en termes de fréquentation des services par les adolescents et les jeunes, c'est un modèle qui est facile à mettre à l'échelle, parce que les structures existent déjà. Vous voyez? Donc tout est là déjà, il suffit tout simplement de tester le modèle et de voir le modèle, est-ce que ça a besoin de réadapter même le bâtiment, ça a besoin de faire une grande sensibilisation. Tout ça là, nous sommes déjà en train de tester le modèle et bientôt la mise à échelle, ça ne prendra pas du temps. Parce que nos structures existent déjà et le personnel est là. Il faudrait former le personnel à la prise en charge de cette tranche d'âge spécifique. C'est totalement différent de la prise en charge des adultes. Hein. Donc c'est l'ensemble de tous ces aspects que nous sommes en train de prendre en charge. Bonsoir à tous, je me présente Kadia Toumani Koulibaly, membre du réseau des jeunes ambassadeurs. Ma question est de savoir, est-ce qu'au niveau de l'ONASR, les dispositions sont prises concernant la relecture de la loi numéro 02044 juin 2022 relative sur la SR et de faire son décret d'application? Merci. Alors, monsieur le directeur, des jeunes soucieux de la mise en œuvre de la loi ou l'application de la loi. Parfaitement. Qu'en est-il? Et parfaitement, surtout que cette loi a été une loi très révolutionnaire au Mali, hein, parce que c'est une loi qui a mis beaucoup de barrières par rapport aux pratiques néfastes que vous connaissez et qui vraiment joue sur les jeunes, les adolescents et les jeunes.
Mais cette loi, on a déjà mis en place un comité déjà. Un comité déjà est mis en place pour la relecture de la loi. Donc la dynamique est déjà lancée et nous allons rendre vraiment cette loi encore plus révolutionnaire. D'accord. Alors, Makan Konaté, président national du réseau des pères éducateurs du Mali. Est-ce que l'ONASER vraiment a pris en compte tous les besoins des jeunes ruraux? Qu'est-ce que l'ONASER peut nous dire par rapport à l'accès aux services des jeunes ruraux en matière de la santé et de la reproduction? La cause des jeunes ruraux? Très bien. La cause des jeunes ruraux, quand on parle des jeunes, en majorité, c'est des jeunes ruraux. L'ONASER a été créé pour prendre en charge effectivement toute la problématique de mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile. Et dans cette perspective de prendre en charge toutes les difficultés autour de la mortalité, l'ONASER a pu recruter 300 aires de santé, qui sont des aires de santé dans lesquelles les services ne sont pas à hauteur de souhait et qui tirent le pays, les indicateurs du pays vers le bas. Et dans cette dynamique, l'ONASER, en dehors, par exemple, des structures spécialisées que l'ONASER va créer au niveau régional, appelées, par exemple, les structures MAGE, mères, enfants, adolescents et jeunes, l'ONASER va développer ce qu'on appelle les équipes mobiles. Les équipes mobiles, parce qu'on a divisé le pays en 3 zones d'intervention. Et une des zones d'intervention prioritaires, c'est surtout les zones d'insécurité dans lesquelles, effectivement, la stratégie doit changer. Comme le paradigme a beaucoup évolué, on s'est dit qu'il faut adapter nos stratégies à la problématique qui existe. Ces équipes mobiles seront développées dans toutes les zones qui n'ont pas accès aux services. Ça veut dire des équipes qui seront constituées et qui iront vers les populations, offrir tout le paquet de services aux adolescents et aux jeunes en termes de demande de services, mobilisation de la demande, c'est-à-dire la sensibilisation adaptée culturellement à ces jeunes. L'offre de services aussi adaptée aux jeunes et aux adolescents, avec tout le paquet qui peut être vraiment disponible à ce niveau, avec des agents qualifiés qui vont accompagner. Donc nous travaillons à ce que le produit, que ce soit le produit de lutte contre les IST, les MST, que ce soit les produits contraceptifs, soit au dernier kilomètre, à tous les niveaux. Donc, quand vous voyez que les ONG aussi travaillent, c'est parce qu'on a outillé les ONG. On les outille comment? En leur disant, voilà les axes stratégiques sur lesquels vous devez travailler. En leur donnant l'opportunité de rentrer dans des axes stratégiques. DIGIA travaille dans des axes stratégiques précis. Et nous allons évaluer et voir aussi leur contribution dans les résultats. C'est comme d'autres associations et d'autres organisations internationales qui travaillent aussi dans la même dynamique. Et donc, justement, par rapport à cela, quel est le lien entre DIGIA aujourd'hui et l'État par rapport à la santé de la reproduction, l'amélioration de la santé de la reproduction, à travers CAEP bien sûr? DIGIA contribue à la mise en œuvre du plan multisectoriel adolescents et jeunes de la République du Mali. Contribue. Et DIGIA est aussi suivi par le gouvernement. On travaille de commun accord, on est dans des comités techniques ensemble, on est dans des comités multisectoriels ensemble, on est ensemble. Et ils sont chargés... Vous donnez votre avis, vos directives aussi par rapport à tout cela. Mais c'est clair, c'est l'État qui est le chef de file. Et on donne tout simplement une partie de nos prérogatives aux ONG. Et nous suivons les normes et les procédures. Les politiques de normes et procédures sont suivies à la lettre. Donc, ce qui veut dire que c'est la pratique de la santé. Et DIGIA ne peut pas faire autrement que rentrer dans cette politique des normes et des procédures en matière de santé de la reproduction que nous suivons, nous supervisons.
Et quelle appréciation faites-vous des activités de Djiguiya? Vous avez l'impression que c'est une aile importante dans votre lutte au quotidien? C'est un maillon essentiel. Un maillon de tous les maillons que nous connaissons. Djiguiya est en train de faire un travail remarquable que nous apprécions et nous souhaiterons effectivement que ce travail continue parce qu'en réalité, le gouvernement ne peut pas être partout. Mais le gouvernement, au niveau communautaire, a organisé la société civile. C'est pour cela qu'on avait créé depuis un cercle, une ONG et autres. C'est des ONG qu'on a organisées. C'est des ONG que nous coordonnons et qui rentrent dans la mise en œuvre d'une partie de la politique de la santé et de la reproduction. Donc c'est une de notre aile, une aile de l'ONASR. C'est ça, Djiguiya. D'accord, c'est compris. Donc c'est clair, les jeunes ambassadeurs, c'est aussi effectivement ce qu'on appelle nos caporaux sur le terrain. D'accord, on va vérifier avec le jeune ambassadeur ici. Alors Diarra, que fait l'État concrètement avec vous en termes d'activité? Bon, tout d'abord, je remercie l'État pour la création de l'ONASR parce qu'aujourd'hui, l'ONASR joue beaucoup de rôles. Maintenant, avec nous, les jeunes ambassadeurs, depuis avant la création de l'ONASR, le réseau participait à toutes les rencontres organisées par le ministère de la Santé et en matière de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes. Donc, à savoir que toutes les activités qui vont à l'endroit des adolescents et des jeunes et qui touchent à la santé de la reproduction et à la planification familiale, le réseau des jeunes ambassadeurs a une invitation spéciale. Voilà. Donc, quand même, nous participons à toutes les activités de l'État. Mais cela n'empêche, parce que nous jouons aussi un rôle de veille pour le respect. Il vous arrive de faire des suggestions à l'État. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État concrètement par rapport à cela, à vos liens avec l'État? Oui, je crois que lors de la discussion, Dr Ben a touché certains points. Parce que auparavant, les jeunes n'étaient pas impliqués, surtout dans les activités d'élaboration des politiques et programmes concernant la santé et la reproduction. Aujourd'hui, c'est le cas? Aujourd'hui, c'est le cas. Je prends l'exemple sur le cas de PNB, qui est Plan d'action national budgétisé, qui est révisé chaque 5 ans au Mali et qui prend en compte toutes les données en matière de planification familiale de la santé et de la reproduction. Donc, dans ce PNB aussi, il y a un volet spécifiquement pour les adolescents et les jeunes. Donc, le réseau des jeunes ambassadeurs a eu à faire un plaidoyer auprès de l'État afin que les jeunes ambassadeurs puissent représenter la jeunesse malienne lors de l'élaboration ou la révision de ce plan d'action national budgétisé. Et aujourd'hui, c'est un acquis et nous participons activement, nous participons même à l'organisation de ce plan d'action national. D'accord, on va continuer avec la série, avec le public. Aïchata Diarra, elle est là, jeune leader, bénéficiaire du programme FLSRAJ Djiguiya. Je viens de la région de Sirou, plus précisément dans la commune de Markala. Je suis l'un d'une bénéficiaire du projet Djiguiya, communément appelé. Donc, autrefois, j'étais l'un des membres de ce groupement. Donc, de membre du groupement, je me suis retrouvée à Jeune Leader, dont je passais des informations, je faisais des sensibilisations, j'animais aussi des séances avec l'appui de notre ADC. Donc, après ces informations acquises, donc je suis passée du stade du jeune leader au stade de jeune animatrice radio. Donc, suite à ces événements, après quelques années, précisément 2 ans après, donc le programme a lancé un recrutement. Je me suis postulée. Après des tests, j'étais retenue. Actuellement, je suis agent de développement communautaire sur le programme Djiguiya, JLSRAJ. Je suis basée à Boadjé, cercle de Baraouli. Donc, pour le programme Djiguiya a été, comme l'un des jeunes l'a si bien dit, nous a ouvert les yeux sur les problématiques de la SR. Je suis passée de jeune leader à ADC. Merci beaucoup.
Alors, on va appeler maintenant la directrice du programme Djigia. Elle va nous édifier sur ce programme. Madame Sangaré, Fatimata Kane, peut-être qu'on n'a pas tout dit sur ce plateau. Vous allez nous aider à comprendre, mieux comprendre votre programme. Merci bien, Sira. Chers participants, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec ce charmant public pour partager des informations concernant le programme JL-SRAJ, Jeunes Leaders Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes, communément appelé Djigia en Bamananga. Les jeunes ont beaucoup parlé de Djigia, ils ont dit beaucoup de choses. Je vais juste vous donner des éléments complémentaires. Le programme Djigia, c'est d'abord un programme communautaire. Ça veut dire que nous sommes appelés à intervenir en milieu communautaire. Ce qui veut dire qu'on n'intervient pas directement dans les écoles. C'est au niveau communautaire. Et ceux-ci sont des jeunes qu'on a eus parce que de toutes les mille manières, même si on est scolaire, on vient d'une communauté. Mais ça veut dire la précision que je voulais juste apporter, c'est que nous menons toutes nos activités au niveau communautaire. Et ça, c'est en deux. L'objectif principal de Djigia, c'est de toucher 1 million d'adolescents et de jeunes au bout de 5 ans. Le programme est financé pour 5 ans. Donc, ces millions de jeunes, c'est trop à entendre, mais de la manière dont la stratégie a été faite, ils ont parlé des groupes. Donc, Djigia a utilisé, JL-SRAJ a utilisé l'approche épargnée pour le changement comme porte d'entrée du programme. Donc, quand on arrive dans une localité, après les réunions villageoises pour expliquer le programme, il y a les groupes, les jeunes se regroupent par affinité. Donc, des groupes de 15 à 20 ou bien au maximum 25, on le trouve par affinité. Il y a des groupes purement garçons par endroit, il y a des groupes purement filles, il y a des groupes mixtes. Mais il y a des groupes purement adolescents, 10 à 14 ans, et il y a des groupes aussi 15-24 ans. Ça, c'est notre tranche d'âge. Donc, avec ces groupes-là, nous les apprenons l'autonomisation, parce que le premier axe, c'est capacitation, autonomisation. On les apprend à vivre d'abord dans un groupe. L'avantage d'être en groupe, c'est la cohésion qui a été créée maintenant dans toutes nos zones d'intervention entre les jeunes. Ça, c'est un avantage. Et ensuite, à leur propre gré, ils définissent leurs cotisations. Certains cotisent 25 francs par semaine, d'autres 10 francs, d'autres 100 francs, d'autres 200 francs. Et c'est avec ces cotisations qu'ils s'entraident, c'est-à-dire qu'ils se donnent des prêts pour 3 mois et ils remboursent ça à l'intérieur du groupe. C'est ce que le jeune voulait dire et c'est ce qui a fait que beaucoup d'entre eux aujourd'hui, même en cas de besoin, problème de santé, ils parviennent à subvenir à leurs problèmes de santé sans faire recours aux parents. Et il y a beaucoup de filles qui nous ont témoigné qu'elles parviennent à acheter les contraceptifs, elles parviennent à acheter les serviettes hygiéniques, elles parviennent à épauler leurs parents pour des besoins de famille. Donc, c'est pour dire que JL-SRAJ, c'est un programme de santé, mais ce n'est pas purement santé, c'est un programme vraiment spécial pour les jeunes, pour leur autonomisation, leur renforcement des capacités et pour qu'ils puissent participer au développement de leur communauté. Donc, dans chaque groupe, les jeunes qui sont formés, à leur tour, chacun doit informer 5 autres jeunes dans la localité. Et au bout de 5 ans, on a vu que on aura les millions. Donc c'est ce qui fait qu'on a le million de jeunes. Et rapidement, c'est pour vous dire aussi que le programme est en train de se dérouler. On a eu 2 phases. Il y a eu une première phase pilote de 2 ans où nous étions à Ségou et à Mopti. Et après l'évaluation, vraiment les résultats étaient très porteurs, très encourageants. Et le partenaire financier qui est l'ambassade du Royaume des Pays-Bas a décidé de faire l'extension des activités. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les régions de Koulikoro et de Kaye. Donc, des passages
Je remercie quand même toutes les ONG partenaires. Fanata l'a dit, elles sont 8 à intervenir sur le programme, c'est le faire-faire. CAEB coordonne l'alliance, mais CAEB signe des contrats avec ces 8 ONG nationales qui mènent des activités sur le terrain avec les jeunes. Merci, merci à vous. Alors, je l'ai dit dès le départ de cette émission que Djigia est un programme de l'ONG CAEB qui a été donc créé en collaboration avec Corded, une ONG internationale. Madame l'a rappelé tout à l'heure. Je vais appeler maintenant le représentant de CAEB pour son intervention. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Sidi Mohamed Diarra. Je suis au niveau du département suivi de l'ONG CAEB. CAEB est une ONG nationale. Je définis conseil et appui pour l'éducation à la base. C'est une ONG nationale qui a été créée par des jeunes cadres maliens de divers profils. L'ONG a été mise en place en 1994. Elle a eu son accord cadre en 1994. Aujourd'hui, CAEB intervient principalement dans 4 grands domaines. Il y a la santé WASH, il y a l'éducation et l'agriculture. Les interventions de CAEB, c'est de Caille jusqu'à Mopti. Nous travaillons avec les vulnérables, surtout les femmes, les jeunes, beaucoup plus sur les questions de santé, les questions d'éducation et les questions d'agriculture. Et en dehors du Mali, CAEB, bien que ce soit une ONG nationale, nous intervenons également dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, parce que nous avons un financement avec le partenaire mondial Amplify Change, qui appuie beaucoup les activités du partenariat de Ouagadougou, c'est qui travaille beaucoup sur les questions de santé de la reproduction. Aujourd'hui, CAEB appuie beaucoup le gouvernement malien dans l'atteinte de ses objectifs, parce que notre mission régalienne, c'est de faire en sorte que les communautés dans lesquelles nous travaillons puissent se développer à travers leurs propres efforts de développement. Et aujourd'hui, je pense que ce soit le ministère de l'Éducation, nous travaillons sur des questions d'éducation, principalement la passerelle. Nous, les enfants qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école et ceux qui ont été déscolarisés, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation pour les intégrer dans le système classique. Également, ce qui concerne les questions de santé de la reproduction, nous travaillons beaucoup plus avec le ministère de la Santé, avec les partenaires au développement. Et concernant l'agriculture également, c'est la même chose. Nous faisons en sorte que l'État qui nous a accordé son accord cadre, nous faisons en sorte de l'appuyer pour que réellement les politiques et tout ce qui est engagement pris avec les partenaires puissent être vraiment une réalité. Vous avez l'impression que vos activités ont eu un effet, un impact positif par rapport à la santé de la reproduction au Mali depuis que vous exercez? Merci Sira pour cette question. Je pense que je peux dire oui, parce qu'au Mali aujourd'hui, il y a eu vraiment des très grands financements qui ont été faits par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, dont le programme Debo Alafia. Je pense que ça fait partie des grands financements au Mali qui a travaillé réellement sur les questions de santé de la reproduction. Il y a la région de Gao, il y a la région de Ségou, il y a la région de Tombouctou. Aujourd'hui, les objectifs de ce programme, c'est d'améliorer de façon visible les indicateurs en matière de santé de la reproduction. Je pense que si on fait un retour en arrière par rapport tout ce qui concerne les indicateurs en matière de santé, je pense que si on voit EDS 6, l'enquête démographique et de santé, on sera sûr qu'en réalité, les indicateurs sont en train de bouger. Maintenant, concernant également Djigia, c'est vraiment un espoir pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense que Djigia fait partie des plus grands financements au Mali concernant la santé de la reproduction des jeunes. Et aujourd'hui, les témoignages des différents participants attestent que vraiment le programme Djigia est en train de faire des effets sur le plan mobilisation, sur le plan utilisation des services de santé et sur le plan santé de la reproduction de façon générale. Merci, M. Sidi Mohamed Diarra, de CAEB, merci. Alors, on va revenir sur ce plateau et puis on va poursuivre maintenant avec les perspectives. Monsieur le jeune ambassadeur, représentant des jeunes ici, est-ce que vous avez des recommandations par rapport à formuler à l'endroit de la jeunesse d'abord? Oui.
à l'endroit de la jeunesse, les recommandations que moi j'ai à formuler, c'est d'abord que cette problématique de la santé de la reproduction qui concerne les adolescents et les jeunes, personne ne peut régler comme il le faut sans nous les jeunes. Donc il faudra que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, que nous jouions notre rôle de responsabilité et aussi interpeller l'État ensemble afin de les rappeler des engagements qu'ils ont pris au nom des jeunes et des adolescents sur tout ce qui concerne la santé de la reproduction et la planification familiale. Et aussi nous les jeunes qui sont aujourd'hui outillés à travers des technologies et des téléphones Android ou autres, que nous ayons vers les bonnes informations. Parce que ça fait partie des plus grands problèmes aujourd'hui de la santé de la reproduction. Parce que nous ne cherchons pas les bonnes informations. Il y a toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux que nous pouvons avoir. C'est pour cela d'ailleurs, nous incitons tous les jeunes qui nous écoutent et qui nous suivent de suivre nos pages sur les différents médias sociaux, Facebook et Twitter. Sur ces pages, ils auront des informations, des activités que nous menons et aussi des conseils que nous donnons à nos pères en matière de santé de la reproduction et de la planification familiale. Donc, ce sont les quelques recommandations que moi j'ai à donner à l'endroit des jeunes du Mali et aussi à déclarer si toutefois il y a des défaillances dans les structures d'établissements publics pour l'accès aux services de la santé et de la reproduction des adolescents et jeunes. Que souhaitez-vous aujourd'hui de la part des gouvernants? Qu'est-ce que vous voulez que les autorités mettent en place en matière de santé de la reproduction au Mali? Bon, déjà l'autorité a parlé en quelque sorte. Dr Ben, il est là. Il a parlé sur beaucoup... N'empêche que vous donnez vos doléances. Oui, n'empêche. Tout ce que nous, on peut demander à l'autorité aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer l'accessibilité des services de la santé et de la reproduction des adolescents et jeunes dans toutes les régions du Mali. Mais en mettant un accent particulier aujourd'hui sur les régions du Nord, qui est Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka. Surtout en cette période de crise. Et aussi qu'ils n'oublient pas les engagements qu'ils ont pris pour nous les jeunes. Car la mise en œuvre de ces engagements doit être obligatoire sur eux. Maïga, de votre côté, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui en termes d'amélioration dans vos activités? Déjà, Djigia vous a pris comme jeune leader aujourd'hui. Vous êtes influent dans votre communauté. Vous avez l'impression que votre travail a servi à quelque chose. Si vous avez des doléances, ce sont lesquelles aujourd'hui? Dans certaines zones, l'accès aux services sanitaires, c'est très très difficile. Comme on les prend dans les villages de Mopti, dans certains villages, pour aller au centre de santé, c'est très difficile. L'insécurité qui est là. Et puis dans certaines structures sanitaires aussi, les méthodes contraceptives ne sont pas disponibles. Donc si toutefois, ils peuvent donner des méthodes contraceptives dans les structures sanitaires, parce que ce n'est pas dans tous les gens, sauf si tu viens en pleine ville, pour avoir ces méthodes, tu ne l'auras pas. Donc de donner davantage de méthodes contraceptives pour que les jeunes puissent avoir l'accès à ça. Alors, Fanata Diko, en tant que femme, quelles sont vos doléances aujourd'hui par rapport à la santé de la reproduction? En tant que femme, en tant que jeune fille d'abord, et ensuite en tant que femme, donc la seule chose que je demande au gouvernement, c'est surtout d'honorer. J'aimerais surtout que le gouvernement honore ses engagements en faveur des adolescents et jeunes concernant la santé de la reproduction. Et si on vous disait d'adresser un message aux jeunes aujourd'hui par rapport à leur santé, quel serait ce message? C'est surtout d'aller vers l'information. Parce que on voit que la plupart des jeunes filles surtout sont dans l'ignorance. C'est l'ignorance qui cause beaucoup de problèmes dans nos localités. En allant vers l'information, ils sauront quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. En chassant cela, il y aura beaucoup de choses qui ne seraient pas faites. Les mariages forcés, tu vois qu'on les fait aux femmes. Ce qui veut dire que la fille en question ne connaît pas ses droits. Si elle n'accepterait jamais de rentrer dans un mariage forcé ou bien précoce, parce qu'elle a le droit d'aller à l'école. Et on est en train de la priver de ses droits. Donc, c'est l'ignorance. Quand on les donne des bonnes informations,
ces problèmes seront, même si ça ne serait pas arrêté, il y aura une diminution. D'accord, ok. Maïga, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Parce qu'en allant vers les structures de santé, c'est surtout dit au fait qu'il n'y a pas l'adaptation. L'adaptation des structures n'est pas adaptée aux besoins des jeunes. C'est dit, mais ce n'est pas trop adapté. Donc c'est ce qui fait que les gens sont timides d'aller sans savoir. Est-ce qu'en allant là-bas, ce que je vais chercher, est-ce que ça ne serait pas dit dehors? Est-ce que ça ne serait pas dit à mes parents? À qui j'aurais affaire? Oui. D'accord. Monsieur le directeur est là, il a bien saisi, il a noté. Alors, Maïga, quel conseil vous avez à donner à vos pères, vos jeunes? Les conseils que je donne aux jeunes, c'est toujours aller vers l'information. C'est la seule solution. Pour avoir une bonne information, il faut aller vers l'information. Comme le président l'a si bien dit, sur des plateformes. Nous-mêmes, on a une plateforme sur les réseaux sociaux, programme Jeunes Leaders Santé de la Reproduction. Si vous le tapez sur Facebook, on publie toutes nos activités là-dessus. Beaucoup d'informations se trouvent sur les réseaux. Aujourd'hui, on est tous dépendants des téléphones. Donc, quand tu mets ton petit forfait, tu tapes, tu as l'information. Donc, les jeunes d'aller vers l'information, et là, on a toujours l'information. D'accord. Alors, monsieur le directeur, vous avez écouté ces jeunes, ils ont beaucoup de doléances. C'est vrai que vous menez des activités dans le sens d'aller vers l'amélioration de la santé de la reproduction de ces jeunes. Et pouvez-vous nous parler des perspectives de la santé de la reproduction aujourd'hui des adolescents et des jeunes? Comme je l'ai si bien dit, c'est une très grande opportunité que l'ORTM nous donne aujourd'hui de nous offrir ce plateau. Et je pense que, comme vous le savez, l'information est le maillon essentiel. Et on se félicite de sentir que l'ORTM est en train de pousser l'information. L'ORTM est la chaîne nationale. Aujourd'hui, cette chaîne nationale est la chaîne la plus vue, la plus écoutée au niveau national. Donc, si le fait que l'ORTM aujourd'hui est déjà en train de pousser cette thématique, je suis plus que persuadé qu'il y a moins de 30% des jeunes qui ont accès à l'information. Ce plateau va diminuer ce taux, va augmenter le taux d'information sur effectivement les possibilités qui sont offertes dans le cadre de la santé de la reproduction. L'Office national de la santé de la reproduction étant la direction générale chargée de la coordination des interventions et des intervenants en matière de santé de la reproduction, a un département spécifique adolescents et jeunes. Au niveau de ce département, nous avons aussi ce qu'on appelle un centre de communication et d'audiovisuel pour un meilleur traitement de l'information, pour que cette information soit de qualité. La bonne information, la vraie information qui doit être véhiculée à travers les réseaux qui sont utilisés par les jeunes. Nous sommes dans cette dynamique pour que, effectivement, que dans les années à venir, dans 2 ans, 3 ans, qu'on se dise, ah, plus de 60% des jeunes ont accès à l'information. Parce que pour aller vers des services, il faut avoir accès à l'information. Donc, l'Office est en train de travailler dans ce cadre. Pour vous dire que nous sommes aujourd'hui en train d'élaborer le nouveau plan adolescents et jeunes, qui va prendre en compte, effectivement, les besoins essentiels des adolescents et des jeunes, en termes de demande, en termes d'offres de services, en termes d'environnement habilitant et en termes de réforme des politiques. Donc, pour vous dire que c'est une perspective immédiate, parce que déjà ça aussi, un comité est déjà mis en place et nous allons convier bientôt les jeunes pour qu'on puisse élaborer le nouveau plan. C'est-à-dire évaluer ce qui est déjà fait et aller au nouveau plan. Et pour vous dire que, je l'ai dit tantôt, que l'offre des services, elle est vraiment importante et on doit réadapter notre offre de services aux adolescents et aux jeunes. Et c'est dans ce sens, effectivement, que la mise à échelle des modèles que nous avons déjà mis en place, cette mise à échelle sera faite pour que dans les structures de santé publique, qu'on puisse avoir accès aux services adolescents et jeunes. Qu'on forme aussi effectivement tous les prestataires de l'accueil jusqu'à l'offre de services, jusqu'à la prestation, que effectivement les agents de santé soient vraiment formés, outillés
pour prendre en charge cette tranche d'âge spécifique et qui est une priorité des priorités du département de la santé. Je vous dis, la deuxième décade, si nous voulons changer les donnes en matière de santé et en matière même de développement, et pour qu'on puisse avoir un capital humain durable, il faudrait faire face à cette tranche d'âge. Le dividende démographique dont on parle, que si on arrive à capturer ce dividende démographique, on peut être parmi les pays émergents, c'est préparer ces adolescents-là à devenir des adultes responsables. Donc, pour ce faire, nous allons faire en sorte qu'en plus des services publics, qu'il y ait ce qu'on appelle des services mobiles pour aller vers les adolescents et les jeunes. Nous allons organiser la société civile aussi dans le cadre de la cartographie des interventions pour que les poches vides qui ne sont pas occupées soient aussi occupées. Parce que les ONG aujourd'hui élaborent effectivement leur plan d'action en tenant compte de nos axes stratégiques, mais beaucoup ne tiennent pas compte du besoin sur le terrain et surtout des zones désertes de santé. Aujourd'hui, il l'a dit, le jeune ambassadeur l'a dit, les zones humanitaires qui se trouvent être de Nyono jusqu'à Kidal et Tessalit, on doit adapter nos services en sorte que toutes les activités humanitaires puissent intégrer la santé de la reproduction. Pour que cette femme qui est dans un camp de réfugiés puisse accoucher dans les meilleures conditions, avec un agent qualifié. Nous allons faire en sorte aussi de recruter le maximum d'agents pour pousser effectivement le service jusqu'au dernier kilomètre. Travailler à ce que le produit arrive au dernier kilomètre. Et travailler aussi à ce qu'on lève les barrières socio-culturelles qui empêchent les jeunes d'aller vers le service. Et je l'ai dit même, moi-même en tant qu'agent de santé, je peux être une barrière. Comment? Parce que si c'est mon neveu, le fiston de mon frère qui arrive au centre de santé, je lui mets, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Le premier réflexe, c'est ce qu'on fait. Or, c'est ce paradigme qu'il faut changer. Il est venu, tu le considères comme un patient qui arrive, qui a un besoin, tu satisfais ses besoins, je veux dire. Donc, il faudrait qu'on change ce paradigme-là, au niveau même de nos structures de santé, pour que dès l'accueil, qu'on puisse considérer, même si c'est ton fils qui arrive, d'accord, tu as besoin de qui, ok, tu donnes les informations nécessaires et tu l'amènes vers les structures, vers la structure de prise en charge. Bon, pour vous dire que il y a beaucoup de choses à faire, mais nous allons nous y atteler pour que d'ici 2030, qu'on arrive à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile à 244 pour 100 000 naissances. Pour cela, je dis encore, on va s'atteler à coordonner les intervenants, coordonner les interventions, tenir compte de la cartographie des interventions, orienter les ONG et les partenaires vers les zones réellement où il y a beaucoup plus de besoins. Un message d'espoir tout de même, monsieur le directeur, on est pris par le temps. Tout en comptant sur leur thème, pour prendre en compte la porte d'entrée de la santé de la reproduction, c'est l'information. Donc vous serez vraiment engagés pour nous accompagner. Nous avons déjà commencé avec notre passion du service public. Alors on va poursuivre. Fanata Diko, pour boucler maintenant un dernier tour de table. Vous avez écouté le directeur, ça vous rassure par rapport à l'avenir sur la santé de la production? Bon, ces paroles me rassurent, mais j'attends toujours les actes. D'accord. Tant que ça se réalisera bientôt, Inch'Allah. D'accord, le directeur a bien compris. Maïga? Ok, d'accord, je remercie le directeur. Donc, je remercie aussi le programme Djigia, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas d'avoir financé le programme. Je remercie tous les jeunes du programme. Je remercie aussi l'ORTM. Donc, il ne faut pas que ce que ma camarade vient de dire, il ne faut pas que ça soit ici seulement, quoi. Donc, l'information soit véhiculée. Vous êtes dur avec le directeur. Merci. Hein? D'accord. D'accord, ok. Alors, monsieur Diarra, oui. Merci, Sira.
Je crois que Dr Ben l'a si bien dit. Et il est devant leur thème, la passion du service public, et qui est regardée et écoutée par beaucoup de Maliens aujourd'hui. Donc ce sont des propos venant de lui-même. Et nous sommes rassurés, parce que nous sommes sûrs, s'il le dit devant leur thème, il fera tout pour l'exécuter. Parce que c'est un défi qu'il vient de lancer. Et comment voyez-vous l'avenir en termes d'amélioration de la santé de la production au Mali? Bon, nous quand même, aujourd'hui, on voit beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de changements. Parce que, comme les intervenants ont eu à souligner, si nous essayons de regarder les indicateurs aujourd'hui, beaucoup ont changé. Et comment voyez-vous l'avenir? Dans l'avenir, nous sommes sûrs, surtout avec la création de l'ONASR, qui a un volet spécifiquement pour les jeunes, et nous espérons que ce sont les jeunes qui vont aussi occuper ces postes-là, en fait, d'atteindre les objectifs. C'est que sur ce que Dr Ben a dit, afin de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile à 240% pour 1000, sur 100 000 naissances, ça c'est possible. Parce que nous avons un objectif bien fixé d'ici 2030. Et avec tous les investissements aujourd'hui, des partenaires techniques et financiers, ou aussi des organisations non gouvernementales, et même le gouvernement malien, nous sommes confiants et très sûrs que nous pouvons atteindre les objectifs si on se donne les mains. Mais ce qui est urgent aujourd'hui, et que nous continuons toujours à rappeler, c'est vraiment de procéder à la relecture, à la révision de la loi numéro 02044 du 24 juin 2002, qui est relative sur la santé de la reproduction. Je crois que c'est noté. Le directeur va boucler, Dr Ben Aïdara. Je profite pour remercier quand même leur thème. Je joins ma voix à celle de Dr Ben pour cette opportunité, et remercier aussi CAEB pour l'initiative, parce que vraiment ça a été une opportunité pour nous les jeunes de s'exprimer sur les problématiques liées en matière de santé de la reproduction. Nous remercions aussi tous les partenaires techniques et financiers, et de continuer à investir plus dans les programmes jeunes, spécifiquement pour les jeunes en matière de santé de la reproduction et la planification familiale. D'accord. Dr Ben Aïdara, monsieur le directeur va boucler. Quel est ce message d'assurance que vous pouvez donner à ces jeunes aujourd'hui par rapport à la sécurité, je veux dire à la santé de la reproduction? Vous savez, Sira, le gouvernement du Mali, en l'occurrence le ministère de la Santé et du Développement social et l'Office national de la santé et de la reproduction, considèrent cette deuxième décade comme une priorité. Vous savez, les adolescents et les jeunes, c'est seul au Mali qu'une plateforme est mise en place de suivi des engagements dans le cadre de la démocratie sanitaire, où les jeunes interpellent le gouvernement. Et on vient de décrocher tout de suite une présentation de cette démocratie sanitaire au niveau de Thaïlande. Combien de fois le Mali est un exemple? Pour vous dire que beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses. Nous, gouvernement, on fait beaucoup de choses. On pousse vraiment la thématique. Les ONG capitalisent beaucoup et sont encore beaucoup plus visibles que nous. Mais c'est nous qui mettons ces ONG au travail. Il faudrait le savoir. Et ces organisations travaillent pour contribuer aux résultats du pays. Et le dernier mot que je voulais dire, c'est interpeller les jeunes eux-mêmes. Parce que si les jeunes prenaient le temps, parce que chaque jeune en République du Mali, plus de 80% des adolescents et des jeunes ont des portables. Si chaque jeune accepte de tweeter tout de suite après l'émission sur un message clé pour aller vers la santé de la reproduction, l'offre de santé de la reproduction, faire passer un message clé pour lutter contre les IST, les MST, mon Dieu, combien de fois les indicateurs peuvent changer. Donc, c'est pour dire aux jeunes leaders qui sont autour de cette table, leur rôle, c'est de mobiliser à travers leurs réseaux sociaux et se donner chaque jour un temps pour dire
ce temps, je dédie ça à la mobilisation de mes pairs. C'est ce qu'on attend d'eux. Nous, notre rôle, nous allons jouer notre rôle à fond, en compagnie avec l'ORTM, qui est elle, effectivement, du gouvernement du Mali en termes d'information, pour satisfaire effectivement ce que nous devons satisfaire en matière d'information, en matière d'offres de santé, et nous serons au rendez-vous et nous allons évaluer ensemble. Merci, on l'espère bien. Alors, ce débat se referme ici sur la santé de la reproduction. En attendant d'autres forats, nous étions au Centre international des conférences de Bamako pour ce numéro. Nos invités, Amala Moussa Maïga, jeune leader Djigya de Badiangara, Fanata Diko, jeune leader Djigya de Ségou, Dr Ben Moulay Aïdara, directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction, Boubacar Diarra, président du réseau national des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et de la planification familiale. Un débat initié par l'ONG CAEB. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.